Emmanuel Hirsch, bonsoir. Vous êtes professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Sud et Paris-Saclay. Alors commence aujourd'hui, pour une période de 6 mois, les états généraux de la bioéthique. L'objectif, c'est d'avoir une loi l'année prochaine. Alors on va aborder des tas de sujets. Notamment, il est question d'étendre la PMA, qui aujourd'hui est réservée aux couples hétérosexuels, à toutes les femmes. Alors il y a eu ce sondage, là, au début du mois, sondage pour IFOP pour la Croix, 60% sont pour. D'un mot d'abord, Emmanuel Hirsch, rappelez-nous ce qu'est la PMA et ce qui est autorisé aujourd'hui et ce qui ne l'est pas, et ce qui pourrait l'être. L'évolution est intéressante. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on évolue en termes de loi. C'est une loi, c'est une fois pour toutes. La 94, 2004, 2011 et maintenant une nouvelle loi de bioéthique. C'est parce que la science avance et la PMA aussi avance. Alors, la PMA, c'était pour des couples stériles qui existaient en tant que couple constitué, qui avaient besoin effectivement d'une intervention médicale pour pouvoir bénéficier notamment de dons de sperme. Et donc, il y avait un encadrement juridique extrêmement précis. Il y avait également la question de l'anonymat du donneur de sperme. Et vous voyez que le débat des derniers jours, c'est sur l'accès finalement à ses origines. Voilà. Et donc, la société évolue. Au nom de quoi, par exemple, une femme qui vit avec une autre femme en couple n'aurait pas le droit à la PMA alors qu'on a voté pour le mariage pour tous. Les mœurs évoluent. Et les femmes seules également. Voilà, alors la science... Au nom de quoi ne pourrait-elle pas avoir un enfant, etc. C'est une question que le président de la République a posée au cours d'un entretien. Et effectivement, la science évolue et notre société progressivement évolue. Ça veut dire que les questions de la bioéthique d'hier, c'est-à-dire des années 80, rappelez-vous que c'est Amandine qui, au départ, bébé éprouvette avec René Friedman, a fait qu'on a créé un comité d'éthique en 83 en France. Toutes ces questions évoluent. La France, comme les autres pays, s'approprie, même si ça dérange encore un certain nombre de personnes, au nom de leurs valeurs. Alors l'intérêt exceptionnel, c'est que commence aujourd'hui un débat national, une concertation nationale. C'est-à-dire, et je me permets de vous dire, que ça ne va pas être une affaire uniquement d'experts, de comités. Bien sûr, c'est tout le monde tous qui les peut Français, participer. etc. Justement, la technologie avance, vous venez de le dire à l'instant. Donc, dans le cadre de la procréation médicalement assistée, on a affaire à un donneur, on va dans une banque de sperme. Aujourd'hui, les progrès de la technique font qu'on connaît le patrimoine génétique. Alors, est-ce que on connaît, quand on va prendre un échantillon de sperme, est-ce qu'on connaît les antécédents du donneur? Est-ce qu'il a eu des maladies génétiques? Est-ce qu'il a une bonne vue? Et est-ce qu'on a le droit d'avoir sa fiche technique? C'est une responsabilité. Alors, les CECOS, les centres d'exclus des conservations du sperme, qui avaient été créés dans les années 80, avaient cette responsabilité. Imaginez aussi qu'on donne à un couple, par exemple de Français de souche, un sperme de personnes, par exemple, d'origine africaine. Vous voyez un petit peu, ça ferait un peu désordre. Donc il y a des appariements qui se font. Également, il y a des études au niveau génétique pour savoir si on ne va pas transmettre à l'enfant à naître des maladies. Il y a également un devoir de suivi, logiquement, et on le voit dans l'actualité récente, peut-être qu'un père qu'on aurait comme ça repéré d'une manière nouvelle à travers Internet, peut-être que s'il est atteint d'une maladie, c'est intéressant que sa filiation le sache. Mais vous n'avez pas que les dons de sperme, vous avez aussi pour les femmes les dons d'ovocytes. La question se pose de la même manière. La vraie question du don, c'est l'anonymat aujourd'hui. Est-ce qu'il va être relevé ou pas? Alors les enfants, quand ils ont l'âge de la majorité, bien souvent, ils veulent connaître le père biologique. C'est l'accès aux origines. C'est vrai que si vous dites mon identité, quels étaient mes grands-parents, d'où ils venaient, enfin c'est tout ensemble. Les techniques aujourd'hui dépassent le législateur, puisque vous avez la possibilité d'envoyer un peu de salive aux États-Unis. Vous savez que les grands, des GAFAM, Google et autres, ont mis en place des capacités de faire des tests. Et donc vous avez la possibilité, c'est ce qu'on a appris dans l'actualité récente, vous avez la possibilité de savoir éventuellement quel était votre père. Mais vous voyez à quel point notre société est saisie par ces questions. Alors justement, on sait que maintenant, on parlait tout à l'heure de pouvoir sélectionner un petit peu le donneur, enfin les caractéristiques du donneur pour ne pas transmettre à ses enfants des maladies. On sait que maintenant, il y a cette nouvelle technologie qu'on appelle le coup de ciseau génétique qui permet, pour un couple tout à fait normal, de corriger éventuellement, ces gamètes pour éviter de transmettre une maladie. Alors vous avez les aspects, c'est très juste ce que vous dites, et en plus ce sécateur qui permet effectivement de recombiner notre patrimoine génétique est tout à fait efficace, il est simple d'accès et on a même fait des essais en Chine sur des embryons. La vraie question c'est Alors attendez, soyons concrets, moi j'ai une maladie, pour éviter de la transmettre à mes enfants, on peut donner un coup de sécateur génétique. Jusqu'à présent,
j'ai de l'hypertension, j'ai une maladie du cœur, j'ai une insuffisance rénale, j'en sais rien. Jusqu'à présent, on faisait ce qu'on appelle du diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire on regardait si vous risquez, surtout pour une famille qui avait déjà été confrontée, je sais pas, à des maladies graves, incurables, éviter de transmettre ça à un enfant. Là, maintenant, on aura la possibilité de modifier. Le seul problème, c'est qu'en modifiant, on ne sait pas quelles vont être les conséquences pour les générations futures. C'est-à-dire, c'est un petit peu apprenti sorcier. Donc, on voit l'intérêt, il y a des études qui sont faites, c'est extrêmement attractif, c'est des évolutions de la science. C'est pas uniquement comment l'encadrer d'un point de vue éthique, il y a énormément de débats, mais juste un point. Nous, on a notre éthique à la française, qu'on partage avec, au niveau des valeurs, au niveau européen, au niveau d'un certain nombre de pays démocratiques. Mais vous avez des pays qui n'ont rien à faire à notre éthique. Et vous avez des pays qui sont dans une compétition internationale en termes de production, de connaissances, de savoir. Il y a des enjeux financiers immenses derrière tout ça. Donc, alors attendez, question, ça veut dire qu'en Chine, aussi bien, où la loi serait plus laxiste, les parents pourront s'assurer que leur enfant aura un QI supérieur, non, ce que je veux dire ou sera grand, beau, fort et musclé. Non mais ça peut être ça, on peut créer une race parfaite. Je veux dire, je dis race avec toutes les guillemets. La régulation éthique est très difficile à faire. C'est-à-dire, vous voyez très bien dans les questions comme l'assistance médicale à la procréation ou la GPA, en France c'est interdit. Puis ce qui est interdit en France, vous allez à la frontière, vous allez en Belgique, vous allez par exemple en Espagne, c'est aussi des pays importants d'un point de vue démocratique, réflexion, et puis vous y avez accès. Donc vous avez le tourisme bioéthique, tout ça doit nous rendre extrêmement attentifs à avoir des lois recevables. C'est-à-dire que d'une part, les chercheurs disent trop de lois, trop de restrictions, ça va nous empêcher de progresser au niveau de notre recherche française, et on sera finalement en compétition avec d'autres, et finalement on sera dépendant de recherche. C'est ce qu'ils vont faire, les Chinois ou les Coréens, ils sont là-dessus. Est-ce que vous croyez qu'ils attendent notre autorisation pour le faire? On est dans un contexte... Ils sont en train de le faire, c'est terrifiant. Ils le font, il y a des publications qui sont faites. Aujourd'hui, il ne faut pas se mettre la tête sous le sable. C'est important qu'on ait un débat sur les valeurs de notre société. Qu'est-ce que c'est l'homme? Puisque vous savez, on parle beaucoup de transhumanisme. Il n'y a pas que la question du génome, il y a aussi la manipulation à travers le cerveau. Est-ce que, parce que c'était dans les films de science-fiction, vous êtes en train de me dire que ça devient une réalité, on ne va plus avoir des bébés à l'ancienne avec un embryon choisi au hasard. Maintenant, les enfants seront présélectionnés pour avoir un QI important, pas de maladie, etc. C'est comme ça que ça va se terminer? Mais la réalité, vous pouvez choisir sur catalogue un enfant, par exemple, dans des banques américaines qui vous achetez du sperme de telle personne qui était sportive, qui mesurait telle taille, avec quel type de diplôme. Donc c'est en train d'arriver, c'est ce que vous me dites? C'est pas que c'est en train d'arriver, c'est une demande sociétale. C'est-à-dire qu'on était dans un encadrement très médical. On avait médicalisé ces questions. Aujourd'hui, elles se socialisent. Vous voyez, par exemple, une femme qui veut avoir une activité professionnelle et reporter sa grossesse pour plus tard. Aujourd'hui, elle devrait pouvoir avoir la possibilité aujourd'hui... Pas en France, mais c'est une question qui se pose. C'est une question que même les Français peuvent finalement aborder, puisqu'on a dit que si une personne donnait ses ovocytes, en contrepartie, on conserverait, ça serait un petit peu, non pas la compensation, mais ça serait un peu la récompense. Ce que je veux dire, c'est qu'on est face à de l'inédit. Et là, on parle de l'inédit encore simple. La transformation du vivant à travers les neurosciences. C'est-à-dire comment aujourd'hui on va pouvoir faire des hommes-machines, des cyborgs, c'est-à-dire qu'on va vous implanter dans le cerveau des puces avec de la connaissance. Tous ces éléments... De toute façon, toute cette connaissance, on va être clair, elle n'est absolument pas en Europe. Elle est chez les champions de l'Internet, qu'ils soient américains et ceux qu'on connaît moins, qui sont les fameux BATS, les Chinois, là, Baidu, Tencent. Ça, c'est surtout pour les données. C'est surtout pour le brassage des données. On a quand même des start-up top au niveau de la santé. La vraie question, je vais vous dire, et je trouve qu'Emmanuel Macron a eu beaucoup d'intelligence dans ses choix. Si on avait revu la loi de bioéthique de 2011, on partait sur une révision, on adapte un petit peu les questions de génomique, greffe d'organes, cellules. Bon, là, le défi, c'est les nouvelles technologies, notamment les big data. Vous savez qu'en matière de cancérologie, aujourd'hui... On arrive à prédire si vous allez avoir un cancer. On arrive à prédire, mais aussi à vous donner peut-être le meilleur traitement, puisque c'est tous des traitements personnalisés. Voilà. Donc, effectivement, toutes ces données sont brassées par des sociétés qui sont à l'étranger, notamment les GAFAM, Google, soit etc. aux États-Unis, soit en Chine. Donc, il y a aussi un enjeu technologique, il y a un enjeu, me semble-t-il, de leadership en matière d'éthique, mais aussi en matière de technologie. Donc, que nous posions ces questions, c'est très bien. N'oubliez pas qu'on est la patrie des droits de l'homme, en tous les cas, on a l'ambition de l'être, et les droits de l'homme correspondent véritablement à une réflexion sur la bioéthique. C'est de l'homme qu'il s'agit. Voilà, c'est passionnant, fascinant, un peu effrayant. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer. Donc Emmanuel Hirsch, un professeur d'éthique médicale, Université Paris-Sud et Paris-Saclay. Merci. Okay. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur les conséquences de l'abandon de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Il va maintenant, par exemple, falloir dédommager Vinci, qui avait prévu, qui devait construire cet aéroport. C'est dans l'air est intitulé ce soir Notre-Dame-des-Landes. Et maintenant, l'addition.